j'ai discuté avec Dany, voilà, c'est un cri d'alarme. J'ai intitulé mon cri d'alarme Agora démocratique ou guerre des religions. Je voudrais rappeler que depuis que nous sommes avec Radio Galère, que nous sommes avec vous, que nous discutons, et je tiens à remercier Radio Galère et toute son équipe pour l'accueil et la sympathie avec laquelle vous nous accueillez. On essaie, je pense, avec Dany, depuis le début, d'essayer de faire vivre le concept d'agora démocratique. C'est-à-dire, la démocratie, c'est la discussion. La discussion, ça se fait avec des arguments. Des arguments, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, on peut discuter, on peut même aller jusqu'au sens philosophique de la dispute, mais ça s'appuie sur des arguments. Je vous rappelle d'ailleurs que les 2 premières émissions, la première qui était sur sciences économiques ou économie politique, j'avais essayé de montrer les 2 côtés, les 2 approches, l'approche libérale qui s'appuie sur la science et l'approche plus marxiste qui s'appuie sur la question des classes sociales et de la confrontation des luttes. La seconde était sur les différentes théories économiques, et j'avais autant traité la question du libéralisme que l'approche marxiste, qui est une critique fondamentale du libéralisme. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'était des arguments et des éléments d'analyse avec de la réflexion, voilà, et où les auditrices et les auditeurs pouvaient par la suite approfondir et se faire une opinion. Une ou plusieurs opinions. Une ou plusieurs opinions, absolument. En ce moment, nous vivons un moment politique dramatique. Nous ne sommes plus dans un débat démocratique. Nous sommes dans la volonté planifiée par le macronisme, avec le relais du Front National, et la complicité bienveillante des médias dominants, dont je rappelle 90% appartiennent à 9 milliardaires, et c'est l'événement politique qui a déclenché cette logique, c'est la décapitation de Samuel Paty. À partir de cet événement dramatique, fait par un islamiste, c'est clair. Par un fanatique. Un fanatique, un fou. Un fou, voilà. Un fou. C'est un fou. Bon. Et qui se cache derrière une religion pour commettre ce crime odieux qui doit être traité par la justice et avec les condamnations à la clé. Toutes les condamnations. Depuis, nous avons eu loi sur le séparatisme islamique. On ne parle pas du séparatisme social, uniquement islamique. On a enlevé l'islamique, je crois. C'est loi sur le séparatisme. Loi sur le séparatisme. Voilà, soyons précis. Mais dont l'arrière-plan... On est bien d'accord, il y avait des sous-entendus, mais voilà. ils ont enlevé. Ils ont mis ça vise... qui d'ailleurs est en débat en ce moment. Toujours. On est bien d'accord. Toujours. Mais l'arrière-plan de la loi vise le séparatisme islamique. Donc en fait, pour aller encore plus loin, le mot qui vient derrière, ce sont les musulmans. Deuxièmement, deuxième campagne, dénonciation de ce qui est appelé l'islamo-gauchisme. Avec dénonciation de Mélenchon, mais pas que Mélenchon, toute la gauche radicale ou toute structure ou association, voilà, ou association qui a des positions qu'on pourrait appeler radicales, c'est-à-dire de rupture et de bifurcation. 3. Je reviens dessus. Dénonciation de l'islamo-gauchisme, mais pas en général, à l'université, étudiants et enseignants, qui a d'ailleurs amené tant la conférence des présidences d'université, de toutes les universités, suite à la réforme Sonia Seité et compagnie, c'est-à-dire il n'y a plus de fac de gauche dans notre pays. Bon. La conférence des présidents a condamné les propos du ministre des universités, et le CNRS, mis aussi en cause, a aussi condamné, en disant que l'islamo-gauchisme n'avait aucune matérialité politique
et concrète. Et d'ailleurs, pour être honnête jusqu'au bout, moi je me définis, au-delà de mon côté marxiste, sur le plan politique, comme communiste insoumis athée, vous voyez bien qu'il n'y a ni gauchisme, ni islamisme. Et que l'essentiel des gauchistes dans notre pays ne sont pas croyants, quelle que soit la religion. Donc, l'islamo-gauchisme n'a aucune matérialité. Mais c'est pas fini. 4. Dénonciation de l'UNEF et ses initiatives de groupes de parole, où là, tout est confondu, de France, qui est un syndicat. J'ai d'ailleurs milité à l'UNEF quand j'étais étudiant. Mais l'UNEF, c'est comme tous les syndicats, ça a une organisation, et une organisation qui est définie par les statuts de l'organisation, ou de l'association d'ailleurs, et où il y a des réunions de décision qui sont à la fois délibératives et de décision, et l'UNEF n'organise pas de réunions de genre ou de race sur ces processus de délibération et de discussion. Mais par contre, prenant en compte les difficultés actuelles, notamment dans la jeunesse, qui aujourd'hui est en première ligne des logiques de précarité, et on l'a vu, de pauvreté, d'abandon, de détresse psychologique, voire pour les jeunes étudiantes, de suicide, de viol. Nous sommes d'accord. Tente de créer des espaces de parole dans lesquels ils se retrouvent les discriminer pour discuter entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils décident. Ça veut dire qu'ils discutent de leurs difficultés et discriminations. Et après, l'organisation s'empare de ces questions et peut le transformer en revendication collective, c'est-à-dire portée par tous les militants de l'UNEF, qu'ils soient hommes, femmes, blancs, jaunes, noirs, rouges, gris, tout ce qu'on veut. Enfin, et dernier point, dénonciation de la mosquée de Strasbourg. Alors de plus, je le rappelle... Du financement. Soyons précis. Voilà, du financement par la mairie de Strasbourg de la mosquée. Enfin, pas le financement, une partie du financement. Ce qui est tout à fait légal, parce qu'on rappelle que c'est un concordat, bon, tu sais très bien ce qu'il en est, et que dans cette partie-là de la France, les lieux de culte peuvent être financés. Absolument. Qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens ou autres. C'est très bien que ça soit toi qui le dises, et observe qu'au passage, c'est le concordat qui est un séparatisme par rapport à la loi de la République. Qui date de combien, de quelle année, tiens? C'est Napoléon. C'est de Napoléon qu'on va fêter. Premier, voilà, commémorer. Commémorer d'ailleurs. Mais par contre, on ne commémore pas la commune, hein, ça je te le dis. On va commémorer le concordat, alors c'est ça ce que tu veux dire. Oui. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. Je termine. Je rappelle quand même que c'est par un tweet que le ministre Darmanin a allumé le feu. Bon. Est-ce que le rôle d'un ministre de l'Intérieur de la République, c'est de faire des tweets? Donald Trump faisait ça. Hein, ouais. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Voilà. Alors, pour terminer, pour 2022, les journalistes sur ordre de Macron ont planifié l'affrontement religieux en lieu et place de l'agora démocratique. Pas de programme à discuter, pas de choix de société, pas de dispute philosophique. Non, tout dépend de tes croyances. La croyance et la foi doivent se substituer au débat politique. Et ça, c'est vraiment un cri d'alerte, parce que c'est une menace directe contre les fondamentaux de la démocratie, qui veut dire pouvoir du peuple, c'est-à-dire discuter de manière contradictoire. Merci. Très bien. Bravo. On va revenir à la dette alors, après ce cri de... ce coup de gueule, qu'on peut dire. Ce cri d'alarme, voilà. Dany et Fabrice l'avaient évoqué en off, c'était des débats scolaires, c'est un cri d'alarme et c'est extrêmement étonné parce que quand on évoque et qu'on liste les différents points, on se rend compte que tu es dans le vrai et que c'est quand même plutôt, on voit ça comme contexte actuel. D'ailleurs, on le rappelle, c'est officiel, tout le monde le savait. Emmanuel Macron donc, prendra la parole ce soir à 10h, c'est officiel, c'est le communiqué qui vient de tomber de l'Élysée. Ce soir, mercredi. Ah ben, alors la dette, avant que Dany me pose une question, je voulais vous dire à quel point on est dans le sujet, puisque le Figaro de l'autre jour, avec une photo de notre cher ministre de l'économie, disait
Pour s'en sortir, la France n'a pas d'autre choix que de tailler dans ses dépenses et son train de vie. Monsieur Jean Arthuis, qui a été mis en lieu et place pour s'occuper de la question de la dette, le rapport Arthuis sur la dette Covid nous promet l'austérité et le déclin. Toujours Monsieur Arthuis, le rapport Arthuis plaide pour une meilleure maîtrise de la dépense publique. Dette Covid, le rapport Arthuis préconise l'instauration d'une règle d'or sur la dépense publique. Donc on voit bien qu'on est au cœur de l'actualité et que, quelque part, Dany et moi, on avait bien calculé en vous proposant... Dany. On n'est pas les plus forts, on est les plus beaux. Aussi. Ça se discute, ça se discute. Faut demander aux femmes, hein. Bon, alors vous l'avez compris, aujourd'hui le sujet de l'émission c'est la dette, question politique s'il en est. Donc Fabrice, comment définirais-tu la dette? Oui, alors d'abord, la dette, faut bien voir, j'ai déjà donné quelques titres de presse, mais en fait on pourrait dire, la dette, quand vas-tu rembourser ta dette? Ta dette, la dette! Où allait la dette? Et alors, substituer cassette à dette, et l'on tombe sur une pièce de Molière. Où est passée ma cassette? Où est passée ma cassette? Où est ma dette? Et à chaque élection présidentielle, on nous refait le coup de la dette. Parce que la dette nous rend prisonniers. On te parle de la dette, tu peux plus penser. Tu peux plus penser à l'emploi, tu peux plus penser au logement, tu peux plus penser à l'éducation, tu peux plus penser à l'industrie, tu peux plus penser à rien. Tout, voilà. Tu es sous la chape de plomb de la dette. Alors, qu'est-ce que c'est la dette? Eh bien, pour ne retenir que ce qui intéresse les comptables, et en sachant que les comptables, c'est la science des ânes, hein, disons-le. Mais c'est la réalité. On a perdu nos auditeurs comptables aujourd'hui. Non, je... Non, c'est différent. Non, mais je suis sûr que les comptables qui écoutent, ils sont d'accord avec moi. La dette dite publique est la somme des déficits. La dette dite publique est la somme des déficits annuels. Le déficit est le résultat entre les entrées financières, les ressources fiscales, les impôts, et les dépenses affectées sur une année. De manière plus large, la dette est la différence entre les ressources et l'utilisation des ressources. C'est pas plus que ça. Oui, alors quand on parle de dette, en fait on met en cause la gestion de l'État. Oui. Et derrière l'État, c'est aussi souvent la faute aux fonctionnaires. Hein. Ah non. Non, les fonctionnaires sont les salariés dédiés à la gestion publique. Payé par l'État. Payés par l'État, par nos impôts. Ce qui est d'ailleurs une garantie pour les citoyens de l'égalité de traitement devant la loi. Le statut, ce n'est pas d'abord une protection du fonctionnaire. Elle est protection du fonctionnaire pour que l'usager soit protégé. C'est-à-dire, il n'est pas possible de faire pression sur un fonctionnaire pour obtenir des avantages particuliers. Et si jamais un fonctionnaire, dans l'exercice de ses missions, effectuait la moindre écart par rapport à la loi et à l'égalité, il serait aussitôt sanctionné, voire destitué de sa fonction, parce que c'est considéré comme une faute lourde. Hein. On oublie d'ailleurs là-dedans, en plus, que les fonctionnaires sont très mal traités. En 20 ans, les fonctionnaires ont perdu 20% de pouvoir d'achat du fait du GVT, glissement vieillesse technicité, et du blocage du point d'indice. 20% de pouvoir d'achat, pour moi qui suis ingénieur, je vais vous donner un ordre de grandeur, c'est 900 € par mois. Alors certes, je suis bien payé, mais c'est 900 € par mois et qui manque de fait à l'économie. Parce que ces 900 € que j'ai pas, ben, je ne dépense pas. Donc, dans les commerces locaux, ben, moins de dépenses, moins d'achats de livres.
qui sont Absolument. aussi des fonctionnaires. qui sont des fonctionnaires. Qui sont des fonctionnaires. Professionnels de la santé, on les oublie, il y a des infirmiers fonctionnaires. Absolument. Fonction publique hospitalière, Absolument. rappelons-le, bien sûr. Et ce qui a été fait, là, ce qu'ils ont appelé le Grenelle de la santé, ne récupère même pas les 20% de pertes, puisque je crois qu'ils ont rattrapé 9 ou 10% Ouais, c'est- de pouvoir d'achat. C'est de ce niveau-là. C'est Hein. insignifiant Je ne par veux pas me rapport tromper. à ce qu'il dit, bien sûr. Allez, on s'égare. Continue. Alors, si la responsabilité n'incombe pas aux fonctionnaires, qui est le responsable? Alors voilà, de manière symétrique, quand les médias parlent de la dette dite publique, ils oublient en permanence la dette du capital, qui par contre là se matérialise en chiffres concrets. Les fraudeurs fiscaux du CAC 40, c'est 85 milliards de fraude fiscale annuelle, 25 milliards de fraude à la TVA, 80 milliards d'optimisation fiscale. Et l'optimisation fiscale, ce n'est que le vol légal. C'est-à-dire comment, par des avocats fiscalistes, les entreprises permettent, en utilisant la loi, ils sont dans la légalité, ils optimisent leurs dépenses fiscales. Enfin, ce qu'ils doivent en termes d'impôts. Ils l'optimisent. Hein. C'est ça la réalité. Ouais, mais on imagine que les fraudes n'expliquent pas à elles seules la dette. Absolument. Le deuxième facteur qui explique la dette et les déficits, ce sont les crises du marché. Et là, je vous ai amené un graphique. Alors certes, un graphique à la radio, c'est un peu difficile, mais je vais chercher à l'expliquer. Voilà. On a l'évolution des déficits publics par an de 1949 à 2020. Pas mal comme recul historique. Où on observe qu'en fait la France n'était pratiquement pas en déficit jusqu'en 1971. Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'est-ce Alors, qui s'est passé en 71? Choc pétrolier Choc pétrolier. ou choc financier? Car avant la crise de 73 du pétrole, il y a eu la crise du système de Bretton Woods, qui était d'origine financière, qu'on a aussi appelé la crise du dollar, en 1971. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Nixon, comme il était obligé de financer la guerre au Vietnam et les déficits commerciaux américains, puisqu'il commençait déjà à construire une dépendance vis-à-vis de l'extérieur, ça coûtait très cher à l'État américain, surtout en or. Car le principe du système de Bretton Woods, c'est que chaque dollar pouvait être converti en or, en équivalent or. C'était le principe. C'était une garantie. Voilà, c'était le principe du système de Bretton Woods, de ce qu'on appelle un système monétaire de taux de change fixe. Et comme Nixon ne voulait plus payer en or, il a suspendu la convertibilité du dollar en or. Ce faisant, il a rendu les monnaies flexibles, volatiles. Les monnaies internationales sont devenues des marchandises comme les autres qui s'échangent sur les marchés. Et c'est de cette année qu'a commencé à générer pour les États des dettes qui ont été de plus en plus insurmontables. Et donc, par exemple, avec là-dessus, s'y brodent les crises régulières, comme en 1989, en l'an 2000, en l'an 2008, avec le krach des subprimes, où ça monte jusqu'à 7% de déficit public pour la France, et la crise Covid, où le fameux « quoi qu'il en coûte » s'est traduit par le fait que l'État a tout payé. Observez au passage que pour sauver le capitalisme, les États capitalistes ont été puisés dans la bourse du travail, enfin dans les outils, dans la trousse à outils du communisme, en socialisant toutes les activités, puisque les salaires étaient payés par l'État. Les entreprises étaient soutenues par l'État. On a fait du socialisme d'État au service du capital. Et là, la dette est montée jusqu'à 11% du PIB. Donc la crise actuelle de la dette ne s'explique pas par les fonctionnaires, ne s'explique pas par les services publics, mais s'explique d'une part par une crise financière qui date de 71 et par ailleurs de la crise des marchés qui à chaque fois rajoute
une couche et qui fait qu'on oblige l'État à subvenir et soutenir à bout de bras les entreprises capitalistes qui se sont écroulées. Ouais. Donc, au vu du graphique, on constate que plus le temps passe, plus la dette s'accroît. C'est la dette sans fin. C'est la dette sans fin. Et les crises du capital se succèdent, et plus ces crises se succèdent, et plus les crises de la dette augmentent. Le graphique, il est clair là-dessus. C'est-à-dire, si on fait ce que les matheux appellent une droite de régression linéaire, vous voyez, je suis techno, hein. Alors une droite de régression linéaire, c'est quoi? C'est faire en fait prendre tous les points de toutes les barres du graphique et en faire une moyenne. Et comme vous pouvez le constater, la courbe noire, eh ben, elle ne cesse de descendre. Et alors, il faut s'interroger. Comment un système qui ne cesse de dire « il faut combattre la dette » ne cesse d'aggraver la dette? Quelles en est les raisons? Alors, l'une des raisons de cette augmentation des dettes sans fin, c'est que la politique du gouvernement fait en sorte que l'État, depuis Sarkozy, baisse les ressources. C'est-à-dire, en fait, on baisse l'impôt. Alors, quand je dis ça, tout le monde bondit en se disant, mais c'est pas vrai. Tant mieux, hein, tu peux dire Non. ça. Non, mais en fait, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Ce qui baisse, c'est l'impôt sur les sociétés. On est passé de 50% à 25% en termes de taux. Hein. La taxe professionnelle dans les communes qui a disparu, qui a été remplacée par, je ne sais plus comment ils appellent ça, une taxe à la valeur ajoutée, je crois, quelque chose comme ça. Bon, quelque chose comme ça. Et dans le même temps, il y a une hausse des déficits du fait des cadeaux fiscaux faits aux entreprises. Par exemple, le CICE. Par exemple, la défiscalisation compétitivité. Par exemple, le crédit impôt recherche. L'impôt sur la fortune qui disparaît. Et l'ISF qui supprime 6 milliards. Alors, comment vous voulez faire? C'est la CET, la contribution économique territoriale, qui remplace la taxe. Excusez-moi, merci de cette précision. Tu vois, je ne l'avais pas écrit et donc c'est foutu. Donc, oh là. Donc on comprend bien que pour une gestion de l'État, si à la fois tu baisses les ressources et que tu augmentes les dépenses, bah, tu peux avoir que des déficits. Alors dans ce cadre, quelle est la politique fiscale de l'État? Alors, il faut se poser la question d'où vient l'argent public. L'argent public, avant 71 et avant les traités européens, c'était la Banque centrale qui, par le Trésor, la Banque de France, qui prêtait à l'État. Maintenant, on passe par les banques privées. Il est interdit aux banques centrales de prêter directement aux États. C'est l'une des raisons qui explique le niveau de l'endettement. Juste un truc, la Banque centrale européenne qui finance aussi finalement les États au niveau européen, c'est aussi une banque centrale, c'est pas le privé. Enfin, ce que je comprends. Hein, alors, la Banque centrale européenne, c'est l'outil créé par l'Europe pour la gestion de l'euro. Mais la Banque centrale européenne est indépendante des États. Si elle est indépendante des États, en fait, c'est qu'elle est dépendante des marchés. Ah. Donc du privé, c'est ce que tu voudrais dire. En fait, on a une inversion du pouvoir, c'est-à-dire ce sont les marchés qui dictent à la Banque centrale européenne ce qu'il faut faire. Dès lors que tu retires le pouvoir aux États, c'est-à-dire aux citoyens par l'intermédiaire de l'élection, de décider des politiques monétaires, ce sont les marchés qui décident des politiques de l'État. Et ça explique ce statut. Pourquoi? Parce que ça permet aux banques privées de se faire du fric sans risque. La dette publique. Marx l'a écrit dès 1848, dans les luttes de classe en France. Théoriquement, le rôle des banques privées, c'est de financer l'économie privée et de faire une prise de risque. Mais la prise de risque, dans le secteur privé, il y a un risque.
l'entreprise peut ne pas rembourser. Elle peut faire faillite. Un État ne fait pas faillite. Donc aujourd'hui, ça introduit un vice dans le financement, c'est-à-dire les banques privées ne financent plus le secteur privé pour le développement, l'investissement, tout ça, mais se rabattent sur le financement de la dette publique en France. Et c'est garanti, parce qu'un État ne fait pas faillite. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et puis on sait que l'État aussi emprunte à taux négatif. Comme le transport, et c'est extrêmement dans la conscience que tu évoques. Ça sera un autre épisode, les taux négatifs. Est-ce qu'on passe aux solutions, Fabrice? Alors, Oui. Puisqu'on est pris par le temps, je Oui. pense qu'on passe. je pense qu'il faut passer à... Voilà. Alors, il faut bien considérer que la dette, c'est le fondement de la marche de l'humanité. Quand un homme marche, c'est le déséquilibre de son corps et le raisonnement de son cerveau qui va faire avancer la deuxième jambe. Et c'est comme ça qu'il avance. Donc c'est par des déséquilibres que la société avance. L'investissement public. Quand tu décides la création d'un hôpital, on en aurait besoin par les temps qui courent. Hein. Qu'est-ce que va faire l'État? Déjà, l'État, comme il peut plus se financer directement, il va passer par les banques. Donc il fait fonctionner les banques. Nous sommes d'accord. Il a l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas lui qui va réaliser l'hôpital. Il va payer des maçons et des entreprises du BTP. D'accord? Donc cet argent va aller dans le secteur privé. Payer des maçons et l'entreprise. D'accord? Une fois que l'hôpital en termes de bâtiment a été construit, il faut l'équiper. L'équipement, on va demander à des entreprises privées d'équiper. Les lits, les respirateurs, etc., etc. Puis, il faut des docteurs, il faut des infirmières. Donc, une partie de l'argent public va financer l'activité de l'hôpital. Et c'est tout ça qui va permettre, en répondant à des besoins de la population, de rembourser la dette. Quand un enfant naît, quand nous sommes nés, mais nous naissons avec une dette vis-à-vis de nos parents. Je rappelle qu'à l'époque où le monde était paysan, quand les parents n'avaient plus l'âge de travailler au champ, c'était les enfants qui prenaient le relais. Pourquoi? Ils se considéraient une dette vis-à-vis de leurs parents. Qu'est-ce qu'on a fait avec la retraite? On a fait simplement que transformer une dette qui était reconnue en termes d'échange immédiat, de reconnaissance physique, familiale, générationnelle, en traduction sociale, socialisée. Hein? Voilà qui fait que, en fait, au-delà de la famille, nous sommes tous endettés. À Noël, qu'est-ce qu'on fait? On s'échange des cadeaux. C'est quoi un échange de cadeaux? Je te donne un cadeau, et en échange, tu me donnes un cadeau. Donc d'un côté, il y a une dette, et l'échange de cadeaux détruit la dette. Donc en fait, toute la vie, nous avons une dette. La dette est le fondement de l'humanité. Moi, si je peux parler aujourd'hui avec la facilité que j'ai, c'est parce que j'ai eu des enseignants. J'ai une dette vis-à-vis d'eux. C'est pour ça que j'essaye de faire ce que je fais. C'est-à-dire, j'essaye de rendre, en venant avec vous, et je vous en remercie encore, de rendre ce que j'ai appris. C'est une dette. Et que j'essaye de rendre le mieux possible. Donc la dette est naturelle. La dette est naturelle. Et par contre, il y a une dette qui est jamais, comment dirais-je, dénoncée, qui est la plus grave. C'est la dette écologique. L'empreinte écologique, non pas de l'homme, mais du capitalisme, en tant que système d'exploitation sur la nature. Marx écrit, le capitalisme détruit autant la nature que l'homme. Donc on voit bien qu'il avait déjà vu quelle était la nature profonde du système. Je termine en ouverture. Si l'on tire le fil philosophique de la dette, nous sommes donc toutes et tous endettés. La dette est donc la spécificité de la vie et de l'humanité. Chacun, plus ou moins consciemment, le sait et tente de tracer sa vie en rendant à ses proches amitié, amour et sentiments. Ce qui pose problème, ce n'est donc pas la dette, c'est quand, pour des raisons mercantiles, le capitalisme transforme ses dettes sentimentales, relationnelles, en argent capital.
construisant les dépendances politiques, source des dominations de la bourgeoisie, par définition propriétaire de l'accumulation et des sources d'accumulation, moyens de production, argent, banque. La logique de la comptabilité capitaliste, et j'y reviens à la comptabilité, vise à transformer tous les rapports humains en simples rapports d'argent. Marx écrit « La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité touchante qui recouvrait les rapports familiaux et les a réduits à de simples rapports d'argent. » Si le lecteur a suivi le propos jusqu'au bout, on s'aperçoit que la dette est le fondement de l'humanité dont sa marche vers l'émancipation. Tout propos politique actuel mettant en avant la dette n'a qu'un objectif politique, obscurcir la pensée citoyenne et nous faire voter comme des comptables. Or, les comptables n'ont jamais sauvé l'humanité des disettes et des crises, car ils ne sont là que pour gérer l'intérêt de ceux qui les emploient et qui, eux, se servent de la dette pour faire du blé, de l'argent. C'était déjà le cas en 1789, disette liée à la spéculation sur le grain. Voilà la réalité de la dette. Merci. Merci beaucoup. Et que les systèmes sont relativement pareils. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui peuvent le voir différemment? Est-ce qu'il y a d'autres solutions à appliquer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pays qui n'ont pas de dette, tiens, justement? Est-ce qu'on va pouvoir sortir de cet endettement? Voilà, bon, c'est compliqué tout ça. Hein. Vous avez un pays qui n'a pas de dette, hein, c'est clair. Et pour des raisons très matérielles, pas politiques. Cuba. Cuba n'a pas de dette. Cuba ne peut pas avoir de dette, puisqu'il n'y a pas d'échange commercial avec Cuba. Ils ont des échanges avec des pays amis, comme par exemple la Bolivie, pour le pétrole. Mais en échange, observez tout ce que fait Cuba en termes de santé Cuba pour le monde entier. Qui va produire son vaccin. Et qui est en mesure de produire son vaccin. Au mois de mai, il va Et être où capable de le sortir. Écoutez bien, hein, le taux d'analphabétisme à Cuba est inférieur à celui des États-Unis. Le taux de mortalité infantile à Cuba est inférieur à celui des États-Unis. Donc, Cuba, pour le coup, c'est un miracle. Je ne sais pas comment ils font. Donc, est-ce qu'il faut vivre sous embargo pour pas avoir de dette comme Cuba? C'est ce que Alors, tu veux nous dire. Non, mais par contre, il faut revenir à une logique non pas autarcique, mais qui vise, et je pense que c'est la nature profonde du débat pour 2022. La mondialisation est un échec complet pour l'humanité. Telle qu'elle est faite. Mais alors, parlons de la mondialisation humaine et culturelle. J'aime autant Bruce Springsteen que Jean Ferrat. Et là, là, je suis pour. Mais arrêtons les échanges de marchandises. Enfin, regarde, on a eu comment il s'appelle, le bateau, le Given, je sais pas quoi, là. Qui a bouché le canal. Voilà. Vous savez quelle est la première conséquence de ça? Les spéculateurs ont spéculé sur le pétrole. C'est ça. C'est ça la réponse aux besoins des peuples? Ouais, non. Enfin. T'imagines que c'était le PQ qui était bloqué sur le canal de Suez? C'est ce qu'on nous disait qu'il y avait une pénurie de PQ, exactement. Donc il est temps de prendre des actions du PQ, quoi. On n'est pas dans la merde. Oui, c'est ça. Il y a un deuxième pays qu'on peut citer, bon, ça a été momentané, c'est l'Équateur. À partir du moment où Raphaël Correa a congédié le FMI, la dette a été réduite de façon conséquente. Alors, il aurait fallu parler des pays africains, parce que eux aussi... La fameuse dette de l'Afrique, c'est ça? Oui. Ouais. Et qui est la conséquence d'une politique du FMI, qui s'appelle le PAS, Programme d'ajustement structurel, qui a été développé, j'étais étudiant encore à l'époque, et qui a débouché sur le fait que, si tu veux, l'Afrique vivait, était autosuffisante sur un plan alimentaire. Et la politique du FMI, ça a été de dire, vous allez transformer votre agriculture paysanne en agriculture d'exportation. Cette agriculture d'exportation, vous allez la mettre sur les marchés. Vous allez récupérer des dollars, et les dollars vont vous permettre d'investir et de vous détruire Ce qui a détruit l'agriculture. Ce qui a détruit l'agriculture paysanne. Voilà. De saloperie. De saloperie. Et ça a détruit l'agriculture paysanne. Ils ont été obligés d'importer leurs propres denrées. Quand leurs denrées sont venues sur le marché, il y en avait tellement que les prix ont chuté. Ils se sont endettés. Ce qui fait que l'Afrique maintenant n'est plus autosuffisante sur un plan alimentaire et elle est endettée. Voilà les résultats des politiques du FMI.
C'est de l'aberration. Ça sera un autre sujet encore, je crois ça. Hein. 9h26 sur les honoraires de galère. Merci. Merci beaucoup.